Bonjour à tous. Aujourd'hui, à l'instant même, commence le Tête à Clash numéro 37 avec 4 invités. Arnaud Menu, dont c'est la 3e ou 4e fois. Bonjour Arnaud. Hein, oui, je ne sais plus. J'aurais à croire que je deviens un pilier. Oui, oui c'est ça exactement. Arnaud est journaliste et conseiller en communication. Oui, tout à fait. Très bien. Christine Tazin, qui est en rouge et en noir, j'adore. Christine Tazin, c'est la présidente de Résistance républicaine. Tout à fait. Et elle a un job merveilleux. Elle est professeure agrégée de lettres classiques. Merveilleux, je confirme. Ah oui, merveilleux. Moi qui suis un grand amateur de littérature, je vous confirme. Vous avez été très importante, vous les profs, dans ma vie. Petit-fils que je suis de prof de lettres. Voilà, histoire géo. Laurent Arthur Duplessis, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, vous êtes essayiste, et c'est votre 3e fois, je crois. Et oui, avec grand plaisir. Très bien, merci. Et nous allons avoir besoin de vos lumières aujourd'hui, parce que je sais que vous êtes un grand spécialiste de la politique internationale, oui, et de l'économie internationale, et nous allons avoir des sujets qui sont pile-poil dans votre champ de compétences. Et le dernier, c'est Charles de Bourbon-Parme. Bonjour. Bonjour Charles, qui est gérant de société, mais qui vient de me dire qu'il avait fait un MBA de biologie marine. Oui. Et moi, quand j'entends ça, je dois vous dire, je pense au commandant Cousteau qui a bercé mes journées, mes soirées, mes après-midi d'enfants et de jeunes hommes. Alors, c'était d'abord un MBA en business, oui, avec une spécialisation en marketing et biologie marine. Ah oui, non, mais là, d'un seul coup, c'est beaucoup moins magique. Mais enfin, bon, écoutez, on va vous pardonner. Pour les béotiens qui ne parlent que français, moi, je ne sais pas ce qu'est le MBA. Ah, MBA, Master in Business Administration, oui, c'est un grade américain. Nous sommes en France et nous parlons français, jeune homme. Et c'est pour cela que je ne l'ai pas dit en entier. Ben voilà. Je défends aussi la langue française. Donc Christine vient de me faire passer, c'est juste pour vous décrypter pour un salaud qui ne parle qu'anglais, qui ne parle pas français, qui voilà. Merci Christine, ça commence très fort. On se retrouve dans quelques secondes. Emmanuel Macron, notre cher président, sur lequel nous allons pas mal revenir pendant cette émission, dit que cette période, celle que nous vivons actuellement, lui rappelle l'entre-deux-guerres. Il a parlé surtout des années 20. Hein. Donc il a parlé de l'arrivée de Mussolini au pouvoir, il a parlé de la crise de 29, et puis il a parlé de l'après-Première Guerre mondiale et la préparation de la Seconde Guerre mondiale. Mais moi, je voulais savoir ce que vous pensiez de cette sortie qui a été quand même pas mal commentée. Et je sais que Christine est chaude, bouillante sur cette histoire. Elle m'a dit, vous savez, moi, je peux faire 1 heure dessus. Donc, on va se contenter de quelques secondes pour commencer. Quelques secondes pour commencer, c'est simplement encore une énormité de plus de Macron, parce qu'on est vraiment aux antipodes des années 30, même des années 20. On était à l'époque dans une période d'expansion territoriale menaçante pour la paix, que ce soit la Russie, l'Italie, Hitler évidemment, enfin l'Allemagne, alors que nous, on est par rapport à ceux que Macron appelle les lépreux et qu'il considère comme des dangers, sur, au contraire, l'identité, la souveraineté nationale, le retour à la nation avec des gens comme Orban, comme Salvini. Alors certes, il n'y a pas de pays européen, vous avez raison, il n'y a pas de pays européen qui ait une vraie volonté expansionniste. Sur la Russie, ça se discute, puisqu'il y a quand même eu des passages récents. Non, c'est le produit d'une histoire, à mon avis. C'est l'OTAN qui est expansionniste, c'est pas la Russie. Ouais. De quelle manière l'OTAN est-elle expansionniste? Après la chute de l'Union soviétique, le camp occidental dirigé par les États-Unis et incarné notamment par la force militaire de l'OTAN a rompu les accords passés entre Reagan et Gorbatchev. Gorbatchev acceptait la réunification allemande et la chute du mur, etc. Mais en échange, l'Amérique s'engageait à ne pas resserrer l'étau de l'OTAN autour de la Russie, c'est-à-dire ne pas investir les États baltes, la Pologne, etc. Cet accord a été bafoué de la manière la plus radicale.
Mais est-ce que c'est pas aussi certains pays qui voudraient être protégés d'attitudes de Poutine et qui se réfugient dans le camp de l'OTAN, comme d'autres ont rejoint l'Union européenne? Mais si Richelieu avait fait de la politique comme ça, la France n'aurait pas existé aujourd'hui. D'accord. On ne fait pas de la politique parce qu'il y a 3 petits pays qui ont des humeurs. Pour autant, est-ce qu'il n'y a quand même pas des éléments qui justifient cette comparaison d'Emmanuel Macron, un certain nombre de pays qui sont nationalistes, par exemple, qui n'étaient pas avant, Pologne, Hongrie? Oui, il y a une montée des périls. Là où je suis d'accord avec lui, c'est qu'il y a une montée des périls, et il y a notamment un péril économique et financier avec une prochaine crise financière qui s'annonce et qui sera très grave. Oui. Mais il ne désigne absolument pas les bons périls, si je puis dire. Les périls d'aujourd'hui, c'est pas de revoir Hitler et Mussolini. Les périls d'aujourd'hui, c'est la montée d'un islamisme agressif, c'est le djihadisme, c'est le terrorisme islamiste, et c'est tout ce qui est lié à cette effervescence islamiste. Et l'immigration, qui est quand même un problème énorme. Car il y a une connexion entre les deux. Et on voit bien la Tunisie actuellement qui est en difficulté de plus en plus avec une agitation djihadiste. Cette Tunisie qui était le laboratoire de la modernisation du monde musulman. Suite au printemps arabe. Et oui. Avec effectivement une sorte de modèle tunisien qu'on voyait plutôt réussir. Et qui est en pleine déroute actuellement. Et en Algérie, où il y a la terrible question de la succession de Bouteflika qui va se poser. Oui, dont le fantôme, on peut dire ça, va se présenter aux élections. Absolument. En tout cas, a annoncé qu'il allait se présenter aux élections. Il y a quand même un énorme paradoxe. Arnaud Menu. Moi, je pense que c'est la énième déclaration auquel on est habitué de présidents, qu'ils soient de droite ou de gauche, qui, à un moment ou à un autre, voyant qu'ils ont une impopularité de plus en plus croissante, l'impossibilité en fait de faire appliquer leurs réformes et de voir qu'il y a de plus en plus une certaine contestation, en tout cas dans l'opinion, nous font le coup du rassemblement au nom d'une espèce d'antifascisme de bazar, d'antifascisme virulent. C'est-à-dire qu'on est toujours, attention, danger, une espèce d'extrême droite fantasmée. Je tiens à rappeler que les périls dont parle Emmanuel Macron ont été sont morts en 1945 avec la victoire des Alliés, que quoi qu'on en pense, il n'y aura jamais de retour du national-socialisme ni même du fascisme. Oui, en revanche, on peut dire quand même que on peut faire un certain parallèle. La Hongrie d'Orban est un peu dur. C'est pas du nazisme, ça n'a rien à voir. Mais Mussolini, c'était pas un nazi non plus. Non, mais c'était quand même pas. Ni même au début, d'ailleurs, c'était un homme de gauche. Au début, oui. Mussolini, mais enfin, il n'empêche qu'il a soutenu Hitler et sa politique. C'est quand même pas rien. De quoi parle-t-on? On parle d'un régime, on parle d'un gouvernement démocratique. Choisi par le peuple hongrois, conservateur, qui, en plus, dans ses discours, tient à rappeler le passé de la Hongrie, qui a été victime à la fois du communisme et aussi de l'occupation par l'Allemagne. C'est la même chose pour la Pologne. Si vous parlez, on va dire, au PiS, qui est le parti de droite, on va dire conservateur, patriote, pas du tout. Et si vous parlez du rapport très particulier entre la Pologne et notamment l'Allemagne nationale-socialiste, je ne suis pas sûr que le PiS ait des yeux de chimène et une espèce de nostalgie. Non, mais la Pologne a toujours été prise entre l'ogre communiste et puis le nazisme. C'est un pays qui sert de passage, de compensation. C'est un pays martyr. Et en plus, on essaye de nous faire croire que ces régimes ces gouvernements, il ne faut pas dire régime, ça se voudrait dire tout de suite, on a une connotation c'est des gouvernements démocratiquement élus, qui sont membres de l'Union européenne, qui disent tout simplement nos concitoyens nous ont élus pour qu'on les protège, qui est le rôle normalement d'un gouvernement, et que certaines décisions, notamment sur la question de la répartition des migrants, ne nous conviennent pas. Donc Arnaud, pardon, parce que Laurent Arthur Duplessis dit qu'il y a quand même, il comprend ce qui fonde la parole de Macron. Oui, mais il se trompe de cible. Ok. C'est pas vous n'adhérez pas d'aucune manière avec ce qu'a dit le président Macron. Non, moi je pense qu'effectivement il y a des périls, mais comme l'a rappelé Laurent Arthur Duplessis, il ne nomme pas les bons périls, mais ces périls ne rappellent en aucun cas les années 30, ou tout au moins c'est plutôt l'attitude de Macron qui pourrait rappeler les années 30, parce qu'on peut on peut considérer que face aux vrais périls que sont la montée de l'islamisme, une immigration absolument pas régulée, des crises un communautarisme, et on le voit notamment pour la question de l'hyperviolence à l'école, la question de la sécurité, on a plutôt l'impression qu'Emmanuel Macron a ce qu'on appelle une attitude dite munichoise, c'est-à-dire, je rappelle ce qu'étaient les accords de Munich, où en gros la France et l'Angleterre ont donné quitus
à l'Allemagne d'Hitler pour complètement dépecer Et ils ont été acclamés pour ça. Vous savez pourquoi ils ont été acclamés? Parce que 20 ans après la Première Guerre mondiale, les gens ne voulaient plus. On s'est dit, cette Première Guerre mondiale, c'est un thème sur lequel on reviendra dans la suite de cette émission, Franck, mais a tellement traumatisé les peuples que les gens, à juste titre, c'était une telle barbarie. Indépendamment du fait que, moi je le rappellerai, il faut célébrer et honorer nos poilus qui ont quand même gagné la guerre, parce qu'il faut rappeler que la France a gagné la guerre. Il y a quand même un vainqueur à la guerre de 1918, et notamment c'est la France, mais les gens ont connu une telle barbarie qu'ils se sont dit plus jamais ça, ils se sont dit... Et donc ça c'était à n'importe quel coup. Charles de Bourbon-Parme, vous avez quel regard sur cette parole de Macron, qui est quand même une parole assez forte, qui vise à nous alerter. Alors d'abord, sur une montée des périls. D'abord, je vous suis tous les trois, chacun avec vos idées, vos développements sur le sujet. Moi, je pense qu'on agite un drapeau pour cacher le reste. Alors, on agite le drapeau de la montée de tout ce qui aurait pu se passer dans les années 20, même voire dans les années 30. Et puis pendant ce temps-là, ça nous évite de parler du vrai problème. C'est ce que vous disiez tous les deux, l'islamisme, l'autre. Et pour moi, c'est tout à fait ça. Voilà. Et puis je suis content que la longévité de M. Macron lui a permis de vivre ces époques-là et qu'il soit un rappel aujourd'hui. Non, mais pardon. Oui, je comprends. Bien sûr, il y a beaucoup de Macron-bashing. En général, c'est l'époque, ici, entre autres. Mais c'est aussi un homme féru d'histoire. C'est aussi un homme qui va... chercher les racines de la France, qui essaye de réancrer la France. Attention, vous avez énervé Christine. C'est un prêtre qui crache sur la France, sur son histoire, sur sa culture, depuis déjà la campagne présidentielle. Il n'arrête pas de dire que la France est coupable, que les Français sont des sales Gaulois irréformables. Il n'arrête pas de cracher dans la soupe. À chaque fois qu'il va à l'étranger, il traîne la France dans la boue. On n'avait pas vu un président si féru de littérature et d'histoire depuis Mitterrand. Mais il n'est pas féru du tout. Elles sont où ces citations? Je suis désolée. À part celui qui lui fait ses discours... Je n'irai pas jusqu'à Paul Ricoeur, mais c'est quand même quelqu'un qui truffe ses discours de référence. Mais c'est des faux semblants. C'est pas lui qui les écrit. Il semblerait qu'il ait un... Je pense que madame y est pour beaucoup. Ils sont des faux semblants. Mitterrand était multinationales, c'est un mondialiste, un homme des multinationales. Et je voudrais rappeler... C'est un progressiste versus les nationalistes. Oui, mais c'est un mondialiste. C'est certain, il s'est positionné comme ça. Les nationalistes, il appelle ça la lèpre nationaliste. Tout est dit. Et moi, je voudrais citer Gérard Collomb, ancien ministre de l'Intérieur, qui en partant dit il y a deux communautés qui sont côte à côte et qui bientôt seront face à face, c'est-à-dire c'est une guerre civile. C'est ça. Gérard Collomb a parlé d'une guerre civile et Macron nous raconte que le danger vient d'Orban et qu'on sort. C'est grotesque et ridicule. Et je crois qu'il n'est pas suffisamment inculte et suffisamment stupide pour ne pas être conscient lui-même du problème. D'ailleurs, Gérard Collomb... Il prétend connaître la vérité. Il prétend détenir la vérité et nous l'imposer. C'est ça son problème. Gérard Collomb c'est un antidémocrate. Gérard Collomb en a vraiment remis une louche très récemment à ce propos, en disant, dans Valeurs Actuelles, et d'ailleurs off d'un Valeurs Actuelles, où en gros il disait que le président de la République était très au courant, puisque le président de la République est destinataire des mêmes notes confidentielles sur les problèmes sécuritaires dans les banlieues. Mais il ne veut pas s'en occuper, Macron, de ça. De toute façon, il ne se sent pas la carrure pour ça. Il est fébrile, il est nerveux. Maintenant, il perd les pédales complètement. Il n'est pas du tout charpenté pour s'occuper de ce genre de choses. C'est pas ça le problème. Je pense qu'il est persuadé que la solution, c'est qu'il y ait plus d'islam, plus d'immigration, plus de place à l'islam pour que les problèmes se résolvent. Qu'est-ce qui vous fait dire ça dans ces dires? Parce que moi, je n'ai pas entendu ça, me semble-t-il. Ce qu'il est en train de faire sur l'islam de France, le pacte international... Qu'il essaye d'organiser. Non, mais pas d'organiser. Sachant qu'elle n'est pas organisée. Mais ça ne peut pas s'organiser. Il subit des influences étrangères. Non, mais ce n'est pas les influences étrangères. C'est la loi de 1905. Il veut la changer. Il veut amender la loi de 1905. On viendra là-dessus, ce sera un vrai sujet une fois. On ne révise pas la loi de 1905. La réviser, c'est effectivement faire entrer l'islam avec un statut particulier privilégié
ce qui est quand même un non-sens par rapport à la loi de 1905, pour nous obliger à prendre en charge l'entretien des mosquées, On ne va etc. pas faire le sujet là-dessus, Christine, même si je reconnais sa pertinence et son intérêt, nous reviendrons dessus. Juste pour dire que Macron sait, mais Macron pense qu'il a la solution et que la solution s'appelle la soumission, ce qu'il appelle la paix sur une stèle à la... Je ne sais pas combien qu'il a fait mettre. On est loin de l'entre-deux-guerres, hein, Christine, là-dessus. Non, c'est l'esprit munichois. Alors, Alors, Arnaud, je vous laisse la parole et le mot de conclusion, puisque le temps qui nous est imparti se c'est ce qu'on appelle l'esprit munichois, c'est-à-dire que quand vous êtes confronté à un danger, vous considérez que vous devez plus ou moins, avoir des compromis, si ce n'est des compromissions, pactiser avec quelqu'un en pensant que tout simplement, si vous allez dans son sens, il ne vous fera pas la guerre. Mais je tiens juste à rappeler un propos de Julien Freud, qui est certainement le plus grand essayiste sur la question de la notion du conflit et du politique. Alors là, Julien Freud, pardon, je ne savais même pas son existence. C'est-à-dire, c'est l'un des plus grands... J'ai honte. Manifestement, Laura Arthur Duplessis me regarde goguenard, tant pis pour moi, Non, avec sympathie. Oui, mais c'est vrai que vous avez un œil bienveillant dans la vie, et je vous remercie. C'est quelqu'un qui a beaucoup compté dans la conception de l'étude, l'analyse de ce que sont les réalités du politique à la suite d'un Machiavel et d'autres. Oui. Et Julien Freud, il dit... En fait, la notion principale en politique, c'est la notion d'ami-ennemi. Et Freud précisait ça en considérant que c'est pas parce que vous considérez que l'autre en face est un ami que lui n'a pas décidé que vous êtes son ennemi. Et comme il a décrété que vous êtes son ennemi, quoi qu'il advienne, il vous fera la guerre, même si vous avez le comportement le plus pacifiste possible. Okay. C'est ce que disait Trotsky, vous n'aimez peut-être pas la guerre, mais la guerre viendra à vous. Voilà. Alors écoutez, merci beaucoup. Je ressors grandi de ces 15 minutes sur ce sujet et je vous donne rendez-vous dans quelques secondes. J'espère que vous aussi d'ailleurs vous en profitez parce que pour moi c'est vraiment très bien. À tout de suite. La Nouvelle-Calédonie, dont le vote pour rester au sein de la République française a été finalement moins large que prévu, 56,7%, alors que l'objectif des je ne sais pas comment on dit, ceux qui voulaient rester en France, les loyalistes étaient plutôt aux alentours de 70%, donc il y a une nette déception de leur côté. Pour autant, il y a une grande mobilisation puisqu'il y a plus de 80% des électeurs qui sont allés voter. Est-ce que pour vous, c'est une bonne nouvelle que la Nouvelle-Calédonie choisisse la France? Est-ce que vous vous en moquez? En gros, parce que ce n'est pas une surprise non plus qu'il y ait une majorité qui se soit dégagée. Charles de Bourbon-Parme, qu'en pensez-vous? Moi, mon cœur balance des deux côtés. Je dirais tout d'abord, la France est une et inaliénable, donc pour moi, je trouve ça très bien qu'il reste. Il y a quelques années, sous Mitterrand, il y avait une île dans le Pacifique, je crois, qui avait voulu devenir française. On leur avait dit non. J'ai trouvé ça très dommage. Il y avait un coup fabuleux à faire là, mais bon, c'est pas très grave. Alors, on peut comprendre les loyalistes qui auraient aimé pouvoir voler de leurs propres ailes dans leurs îles, et on comprend surtout les indépendantistes, et les loyalistes qui ont voulu rester au chaud. Sachant qu'il y a un enjeu géopolitique majeur avec la Nouvelle-Calédonie, économique, tout à fait. Surtout économique, le nickel, territoire autour des îles, très important, position géostratégique. C'est pour ça que la France est importante, et c'est pour ça que c'est important, parce que la France aujourd'hui est la deuxième possesseur de la planète, de territoire aussi bien immergé que émergé. C'est tout à fait vrai. En termes de façade maritime, ça c'est un investissement de matières premières pour l'avenir qui, je pense, c'était dommage de s'en séparer. Oui, mais sauf que tout est fait depuis le début pour que de toute façon la Nouvelle-Calédonie soit indépendante très vite, puisque d'abord Jospin avait organisé ça, il avait déjà organisé même l'autonomie de la Corse. Ça, c'est les accords de Nouméa qui datent de 98. Oui, mais sur le papier, on fait des économies. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas que des économies. Tout était prévu pour que, en cas effectivement
on reste en France pour le premier référendum, il y a un deuxième référendum et qu'il y en a un troisième. C'est-à-dire qu'on va faire voter. C'est 2020 et 2022, me semble-t-il, c'était prévu dans les accords de Nouméa. C'est prévu, mais pourquoi c'est prévu? Mais c'est prévu qu'en cas de vote négatif. C'est vrai. C'est-à-dire c'est ça qui est marrant dans ces accords, c'est qu'effectivement, on aurait pu se dire, s'ils avaient voté pour l'indépendance, il aurait fallu qu'ils confirment 2 fois. Là, maintenant, ils décident de rester et on va quand même leur demander 2 fois. Il n'empêche qu'on a le même processus pratiquement que pour l'Algérie. C'est-à-dire que les gens vont faire pression. Vous avez quand même 30 000 Français qui n'ont pas pu voter. Tous ceux qui n'étaient pas en Nouvelle-Calédonie, qui sont arrivés en Nouvelle-Calédonie depuis 1994, alors qu'ils sont français quand même, on leur refuse de voter, tandis que les autres continuent d'avoir des enfants qui votent, etc. Il est coutumier en France, quand il y a des référendums qui ne vont pas dans le bon sens, de recommencer ad vitam aeternam jusqu'à ce qu'on obtienne la bonne réponse. On a l'exemple de 2005, bien sûr. Arnaud Menu. Effectivement, je pense que Christine Tazin a apporté une précision importante que j'ai vue aussi dans la presse. C'est que tout le monde fait les gorges chaudes, en fait du oui, donc du poids des partisans de l'indépendance, principalement des Kanaks, mais pas que des Kanaks, parce qu'il faut savoir qu'en Nouvelle-Calédonie, vous avez ce qu'on appelle les Caldoches, c'est-à-dire les descendants de colons français et autres qui sont installés. Il faut quand même rappeler que la Nouvelle-Calédonie est associée à la France depuis 1853, que pendant longtemps, ça a été un bagne. Le bagne n'était pas qu'à Cayenne. Par exemple, tous les communards, beaucoup de communards ont été déportés en Nouvelle-Calédonie. Louise Michel a commencé par Louise Michel, il faut le rappeler. Et donc, c'était des éléments. Il y a les Caldoches, il y a effectivement les gens venus de métropole qui habitent en France. Vous avez des Vietnamiens, vous avez des gens qui viennent de Polynésie, parce qu'on rappelle que les Kanaks ne sont pas des Polynésiens, c'est un autre peuple. Oui, ils viennent d'Hawaï, semble-t-il. Beaucoup d'Hawaï, mais beaucoup étaient venus d'autres possessions françaises dans le Pacifique, c'est-à-dire de Tahiti ou de Wallis et Futuna. Donc le poids des Kanaks était en fait plus important que le poids effectivement des non-Kanaks. Mais malgré tout, il y a quand même 56%, puisqu'il faut savoir qu'il y a quand même une majorité importante de Kanaks qui sont contre l'indépendance, puisque quand même malgré tout, c'est ce qu'expliquait le dernier numéro de Valeurs Actuelles, en tout cas le numéro de Valeurs Actuelles qui paru avant le référendum, qui expliquait tout simplement que la France déjà apporte en moyens financiers l'équivalent de 15% du PIB de la Nouvelle-Calédonie. Et que beaucoup de Kanaks disaient que si on devient indépendant, même si c'est leur souhait, c'est qu'en fait, on ne veut pas parce qu'on n'a pas envie de venir comme, en gros, une sorte de pays digne du tiers-monde. Oui, d'Haïti ou quelque chose comme ça. Mais je crains que ça aille, l'avis de Christine, je crains que ça aille vers l'indépendance après 2 autres référendums, puisqu'il y aura une assemblée législative. Si un tiers décide d'un référendum, il y aura un référendum. Oui. Et puis encore un autre derrière. On comme ça s'est passé à partir de 58 en Algérie. Pardon, alors juste un mot, parce que moi j'avais compris que les 2 référendums prochains étaient inscrits dans les accords de Nouméa. Oui, ils sont prévus par les accords de Nouméa et ils auront lieu de toute façon. Et en fait, c'est stratégique la Nouvelle-Calédonie. D'abord, c'est un quart de la production mondiale de nickel. C'est ça, donc le ça, nickel, c'est un matériau stratégique. Deuxièmement, les Chinois... Et les Australiens. Parsèment, et les Australiens, non mais surtout la Chine maintenant, parsèment les îles du Pacifique de leurs investissements en infrastructure et graissent la patte des dirigeants. Et les Chinois investissent les îles du Pacifique. Elles ont une importance stratégique énorme, ces îles du Pacifique. Et nous, ce qui fait qu'on est une grande puissance, c'est qu'on est au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et c'est aussi qu'on a ce domaine maritime absolument immense. Et c'est qu'on a la puissance nucléaire. Or, la Nouvelle-Calédonie, c'est un porte-avions dans le Pacifique. Ça a joué un rôle essentiel pendant la Deuxième Guerre mondiale, et c'est nous qui l'avons, ce porte-avions. Alors, si on laisse tomber le porte-avions, on ampute une fois de plus la puissance française d'un pan de ce constitutif essentiel. Et là encore, les accords de Nouméa de 1998 sont un très mauvais tour joué à la France. Mais j'entends... quand on regarde le territoire, d'ailleurs, il y a une assez grosse fracture géographique entre le sud du pays, qui a voté très majoritairement pour rester loyaliste, c'est-à-dire à plus de 70%, jusqu'à 98%, je crois, dans certains territoires, sous-territoires, 80% à Nouméa même, et le nord,
qui est donc beaucoup plus kanak, beaucoup plus indépendantiste, avec une nuance. Hein. C'est pour ça que j'entends ce que vous dites sur le gros danger géostratégique pour la France, mais globalement, même en territoire kanak, la mobilisation pour aller voter n'a pas été très bonne, puisqu'une partie des dirigeants les plus extrêmes, eux, avaient demandé une abstention. Mais ceux qui ne sont pas allés voter, ce n'est pas ceux qui se sont abstenus, c'est des gens qui, en gros, disaient « nous, on veut rester ». C'est le paradoxe. C'est des sondages sortis des urnes ou à proximité. Voilà, pardon. Bon. Je suis sûr que je n'ai pas été très clair. Je fais confiance à Laurent Arthur Duplessis pour débrouiller tout ça dans quelques secondes. Arnaud. C'est surtout ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a l'impression, et c'était malheureusement un discours très répandu dans la presse française, on avait l'impression que la Nouvelle-Calédonie, c'était en gros un vieux reste de colonie, que les habitants de Nouvelle-Calédonie... Une forme de culpabilité, vous voulez dire, c'est ça? Non, mais c'est pas ça qu'on... C'est dans l'air du temps. Hein. Il y a qu'en gros... On largue tout ce qui n'est pas hexagone pur. C'est la fameuse repentance, c'est l'obsession de la repentance, mais qu'en gros, les Kanaks n'avaient pas de pouvoir. En gros, depuis les accords de Matignon de 1988, déjà signés avec Michel Rocard, et renforcés par les accords de Nouméa, 10 ans après, donc en 1998. Avec Jospin, cette fois-ci. La Nouvelle-Calédonie, qui est un archipel comme la Polynésie, en fait, sont des territoires quasiment autonomes. C'est-à-dire qu'à part les questions, on va dire, régaliennes, c'est-à-dire, en gros, la défense, les affaires étrangères, les impôts et la sécurité, tout le reste est du domaine propre et des décisions propres de l'Assemblée de Nouvelle-Calédonie. Et il faut savoir que, par exemple, s'agissant de la culture et des langues kanak, elles sont parfaitement représentées et autorisées. Et c'est surtout une chose, moi je voudrais bien qu'on m'explique, oui d'accord, c'est une atteinte à l'identité kanak, c'est du colonialisme. Mais quel est, par exemple, ce qu'a apporté notamment la France quand la Nouvelle-Calédonie, l'archipel de Nouvelle-Calédonie est devenu français en 1853, c'est que la France s'est arrangée pour mettre fin au cannibalisme. Parce que c'est ça aussi, c'était une des réalités de la la Kanaki avant qu'elle ne devienne française. Mais rappelons-nous quand même, parce que je veux bien qu'on jette l'opprobre sur les accords de Matignon en 88 et les accords de Nouméa en 98. Tant qu'il reste français, ça me mais pose pas de globalement, problème. il y avait des conflits. Hein. On se souvient tous de la grotte d'Ouvéa, de cette boucherie. On se souvient tous de Thury. Ça veut dire qu'il faut c'est pas ça. Dire oui. Ah mais si, c'est ça ce que tu es en train de dire. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est ce qui se passe partout actuellement. Non, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y avait une culture qui revendiquait une présence qui lui a été donnée, un musée. C'est une idéologie gauchiste qui veut l'émancipation des gens et qui, là aussi, regardez un petit peu quelque chose d'assez ahurissant. Vous avez les insoumis, etc., qui ne sont pas contents parce que effectivement le oui ne l'a pas, enfin ou le non ne l'a pas emporté. Mais ce sont les mêmes qui voudraient faire voter les étrangers chez nous, etc. C'est-à-dire que on a un paradoxe, c'est-à-dire quand ce sont les autres, ce sont des victimes, il faut tout leur donner, et quand c'est chez nous, c'est exactement le contraire. Il y a une question qui est aussi très présente dans tout ça. C'est le partage du gâteau que représente le nickel. Oui, c'est surtout ça. Et vous voulez dire en interne? En interne, il y a des milieux chez les Kanaks qui se disent, si l'indépendance est obtenue par nous, nous allons pouvoir nous attabler au festin du nickel et nous allons pouvoir en profiter très largement et plus que maintenant. D'accord. Alors, ce qui serait un moteur pour eux pour aller vers la... C'est un moteur tout à fait essentiel. Donc, un appétit. Parce qu'on oublie toujours que cette montagne de nickel, même si le cours du nickel est un peu plus bas maintenant, mais il remontera. Hein. Et que extraire le nickel est extrêmement polluant. Oui. Ce qui est aussi un problème environnemental local. Mais vous savez, chez les Kanaks, ce qui compte, chez les meneurs, ce qui compte surtout, c'est l'idée de la répartition du gâteau. Et simplement, ce qu'il y aura, si indépendance il y a, c'est le même phénomène qu'on observe souvent en Afrique, par exemple, c'est qu'une oligarchie va s'en mettre plein les poches. Mais le petit peuple kanak, il perdra. Il verra rien. Parce que là, il a les services publics français. Il y a des avions militaires qui atterrissent dans des conditions de météo absolument épouvantables pour aller chercher un grand malade dans un endroit très reculé et qui l'emporte à l'hôpital de Nouméa pour lui sauver la vie. Donc vous voulez dire qu'il y a une véritable aide dans des lieux un petit peu désertiques, très défavorisés de la République. Hein. La République met des moyens considérables, civils et militaires. Et il n'y a pas une reconnaissance dans le peuple kanak alors c'est ce qui fait qu'une partie de ce peuple, justement, est contre l'indépendance. D'accord.
Une partie. Okay. Une partie. Voilà. Arnaud, ce sera pour conclure. Je voudrais revenir sur, effectivement, je me rappelle très bien dans les années 80, parce que je les ai connus, même si je suis très jeune, je suis encore un nourrisson, on va dire. Je me rappelle très bien de la violence. Mais c'est quoi la fameuse violence dont on nous parle? La violence, en fait, c'était la France qui envoyait dans un territoire français, au départ, la police et la gendarmerie pour faire ligne ordre, et qui a été qui en face d'elle, en fait, l'État français en face de lui, il avait quoi? Il avait des terroristes. Parce que c'était une minorité terroriste qui s'imagine, comme toutes les minorités terroristes, parler au nom des Kanaks, qui, en plus, à l'époque, étaient largement aidés en termes financiers et en termes de moyens techniques et d'hommes par l'URSS, et donc qui a appliqué et qui a effectivement voulu faire régner un climat de terreur, notamment auprès des Caldoches et même de Kanaks qui restaient fidèles à la France, qui avaient des fermes qui étaient victimes d'exactions, pour ne pas dire plus. Et c'est ça la fameuse violence. On nous parle de la grotte d'Ouvéa. Il faut rappeler que la grotte d'Ouvéa, c'est quand même au départ des terroristes du FLNKS qui prennent en otage des gendarmes et qu'il y a une réaction militaire et que cette réaction fait qu'à un moment, il y a eu Néanmoins, les accords ont pacifié tout ça. C'est-à-dire que ce qui a été une violence militaire... On a acheté parce qu'on a promis, on a donné des bonbons pour effectivement arrêter ça. Mais on n'a pas cherché une solution viable, effectivement. Pour autant, Christine, je vous entends, mais il n'y a pas de résurgence de cette violence. On ne voit pas, d'une manière ou d'une autre, cette violence revenir parce que les Kanaks se sentent très bien toujours comme territoire intégré à la République française. Ouais. Tout simplement, c'est parce que n'en déplaise au FLNKS qui ne supporte pas les résultats, les Kanaks veulent rester français. Et que les farouches indépendantistes qui existent parmi eux se disent que ça glisse vers l'indépendance. D'accord. Il faut juste être patient. Eux sont patients. Eux sont patients. Ils attendent que ça leur tombe dans le bec. C'est le proverbe égyptien, quand tu as un ennemi, assis-toi au bord du fleuve, tu verras son cadavre passer. Comme il y aura des référendums jusqu'à ce qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent. Voilà. Il suffit d'attendre. Comme en 58. D'accord. Exactement. Okay. C'est vraiment... Okay. Bon, je pensais que nous allions finir sur une note plus optimiste. C'était celle d'il y a 20 secondes. Mais là, vous venez de me jeter un baquet d'eau froide sur le... Il faut être réaliste. C'est pas une question d'optimisme. Il faut être réaliste. Bien sûr. J'entends. Merci en tout cas pour ce quart d'heure passé ensemble sur vos lumières. J'espère que vous en avez appris autant que moi. Et je vous propose de nous retrouver dans quelques secondes. À tout de suite. Le sujet numéro 3, c'est Bolsonaro, c'est le nouvel élu au Brésil. Alors c'est le moins qu'on puisse dire un homme disruptif. Je vous rappelle que c'est celui qui a été poignardé lors d'un meeting et qui a fait la fin de campagne depuis son lit d'hôpital. Ça ne l'a pas empêché d'être élu assez bien. Au contraire. Ou peut-être même, est-ce que ça l'a favorisé? Vous avez raison. Même si le candidat qui a remplacé Lula, qui s'appelle Fernando Haddad, Lula étant l'ancien président qui est en prison actuellement, qui risque d'y rester pas mal de temps maintenant. Pour des raisons fondées quand même. Assez fondées de corruption. Et donc même si ce candidat Haddad avait cru pouvoir profiter de cet attentat pour pouvoir faire une campagne plus active, ça n'a pas été le cas. Et donc Bolsonaro a été élu. Alors il entrera en fonction en janvier 2019. C'est un peu un système à l'américaine. Il y a un temps pour qu'il constitue son gouvernement. Il a d'ailleurs annoncé qu'il avait ses principaux ministres. Et il est en train d'essayer d'appliquer son programme, en tout cas de trouver les hommes pour l'appliquer, et il a fait quelques déclarations. Et je voudrais vous entendre sur ces déclarations. S'il a fait des déclarations, puis il a fait des contre-déclarations, c'est un peu le marais pour le moment. Pour autant, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, par exemple, c'est ce qui a fait le plus de bruit en France, il a dit qu'il allait fondre en un seul ministère, celui de l'agriculture et celui de l'écologie. C'est une bonne idée. Oui, très bien, Christine. Mais je vais vous donner la parole dans une seconde. Mais il a fait également d'autres annonces liées à la sécurité, liées à la corruption, qui est un problème vraiment très très fort c'est surtout la violence. C'est la violence qui est le problème au Brésil et qui explique le succès de Bolsonaro, parce qu'il faut quand même rappeler... Il y a des opinions différentes là-dessus, Arnaud, mais ok. Je vous écoute. La violence plus que la corruption. C'est-à-dire qu'on a fait... C'est les deux ensemble, en fait. Ouais. Bolsonaro, c'est comme Trump.
Ce qui explique le succès de Bolsonaro. On dit d'ailleurs c'est le Trump tropical. Hein. Mais surtout qu'ils ont des accords en commun. Trump. Par exemple, il faut... Tropical Trump. J'ai ça pour Christine qui m'a reproché d'utiliser des mots en anglais. Il va y avoir un meurtre avant la fin de l'émission. À tel point, Franck, on l'a vu, Steve Bannon, l'ancien conseiller de Donald Trump, celui qui a permis la victoire de Donald Trump, était présent au Brésil et a donné des conseils à Bolsonaro pour assurer sa victoire. Bolsonaro, il a failli être élu dès le premier tour. Il faut quand même rappeler aux téléspectateurs qu'il a fait 46% des voix dès le premier tour. Donc ça s'est joué à quasiment 4, voire 5 points de sa victoire. Pourquoi ? C'est quoi le Brésil ? C'est 65 000 morts violentes par an. C'est, en plus, alors le Brésil, il ne faut pas... Avec un paradoxe, c'est que Bolsonaro propose d'armer les Brésiliens pour se défendre. Oui, mais globalement, c'est souvent pas comme ça que ça finit bien. Hein. Je sais pas, aux États-Unis. Il a raison, là aussi. C'est les favelas qui ont voté pour Bolsonaro. Hein. Il a été dans une minute. C'est les favelas, c'est souvent les quartiers populaires. C'est-à-dire ceux qui votaient pour le Parti des travailleurs il y a quelques années, qui ont maintenant voté Bolsonaro. Mais si il y a autant de morts, c'est peut-être parce que les armes sont pas dans les bonnes mains. Voilà. Oui, enfin, d'en mettre plus entre des bonnes mains, est-ce que c'est une bonne solution ? Quand il y a carence de la puissance publique, quand il y a carence de la force publique, quand l'État, qui a juridiquement, dans un État de droit, le monopole de l'exercice de la violence, la violence légitime. Quand il n'est pas capable de donner aux populations, les plus modestes en l'occurrence, la sécurité, car les autres se l'achètent par leur argent, la sécurité. Et bien à ce moment-là, il faut bien que... C'est des zones où l'on habite qui sont ultra gardées avec des murs extrêmement hauts, des gardiens à la maison. Les hommes d'affaires à Sao Paulo, qui est la capitale économique du Brésil, depuis une vingtaine d'années, effectivement, vous avez quartier où c'est quasiment des milices privées, donc ce qui montre des notes. Donc une carence depuis des décennies, avant même, et ça s'est amplifié sous Lula, mais avant même Lula, c'est que vous avez les hommes d'affaires se déplacent même plus en véhicule blindé parce qu'ils savent que c'est impossible d'assurer la sécurité, c'est que pour eux-mêmes et pour leurs proches, on se déplace en hélicoptère. Et puis il faut s'imaginer le Brésil, c'est le même rapport qu'ont parfois les Français ou d'autres Européens par rapport aux États-Unis ou des pays comme l'Australie ou le Brésil ou d'autres pays, c'est qu'on a un problème de géographie, c'est qu'on le Brésil, c'est pas un petit pays, c'est un État... C'est quasiment un continent, le Brésil. C'est quasiment l'État le plus vaste de l'Amérique du Sud. C'est un État fédéral. Et donc, c'est le même système que les États-Unis. Vous avez des gouvernements avec des assemblées locales, des gouverneurs. Assez forte décentralisation, d'ailleurs. Et à tel point qu'effectivement, il faut assurer un véritable État fort. Et donc, le problème, c'est que sous Lula, en plus, l'autre problème qui expliquait effectivement la victoire de Bolsonaro par rapport à des crises, en tout cas structurelles du Brésil, c'est le rapport à la corruption. Et la corruption n'a pas touché que le Parti des travailleurs. Ça a touché aussi les autres partis de droite qui ont gouverné, notamment ceux qui sont arrivés après l'émission de Dilma Rousseff, c'est-à-dire celle qui avait pris la succession de Lula. Et ce qui explique pourquoi vous avez les marchés, les entrepreneurs et les grandes entreprises brésiliennes ont soutenu en partie Bolsonaro, parce que c'est dit, enfin, on allait avoir un climat politique et donc économique un peu plus sain et qu'on allait mettre fin à la corruption, qui est quand même je voudrais à ce sujet remarquer une chose, c'est que les 46% qu'il a eu, ça n'est pas que des Blancs. Ça, c'est le premier point. Parce que au Brésil, les Blancs ne sont pas 46% de la population. Il y a beaucoup de gens de couleur qui ont voté pour lui. Et il y a notamment une partie des classes moyennes de couleur qui ont effectivement profité des hauts cours des matières premières pendant une quinzaine d'années pour accéder justement à ce statut de classe moyenne et qui veulent le conserver et qui sont directement exposés à l'insécurité, à la violence. Or, ces classes moyennes-là, justement, contrairement aux riches, elles ne sont pas protégées par des gardes privés. Et si Bolsonaro préconise le port d'armes individuelles, c'est aussi pour ces classes moyennes-là. Parce qu'elles ne peuvent pas se payer une garde privée. D'autre part, il faut voir... C'est quand même un argument qui risque d'être un peu démagogique. Vous ne croyez pas fournir des flingues aux gens? Non, ça n'est pas démagogique. La légitime défense. Dans un pays où il y a... En Suisse, une telle quantité, il n'y a pas de problème. Entre la Suisse et le Brésil, dans un pays où il y a une telle violence, non, c'est pas démagogique. C'est pas démagogique. Et d'autre part, il faut voir une chose, c'est que la mondialisation a fait des ravages quand même dans ce pays comme dans les autres. C'est-à-dire qu'effectivement,
La mondialisation génère des disharmonies sociales, des écarts de revenus prodigieux. Et donc, effectivement, la mondialisation est productrice de violence à grande échelle et de désordres sociaux. Et donc, à ce moment-là, il y a la montée des Césars, il y a la montée des hommes forts, il y a la montée, si je peux dire, des Napoléon III. D'accord. Charles de Bourbon-Parme, vous avez une connaissance du Brésil qui est aussi familiale. Alors oui, on a aussi beaucoup perdu au Brésil. Parce que quand vous n'allez pas chez vous pendant un certain temps, c'est celui qui exploite la terre qui la possède. Vous connaissez ce pays ? Mais non, j'ai jamais été. J'ai des cousins qui y habitent, Bragances. Les Orléans Braganças qui sont... Très bien, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que quand il y a un tel désordre, une telle corruption depuis si longtemps, pour revenir à ce que vous étiez en train de dire, quelle que soit votre couleur ou votre religion, vous avez envie de voter pour l'ordre. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et l'ordre, et alors monsieur aujourd'hui Bolsonaro a placé Sergio Moro, le juge qui a mis Lula en prison, juge anticorruption, en tête de la sécurité du pays. C'est ça. D'un ministère qui serait à la fois celui de la justice et celui de la sécurité. Donc les Brésiliens, quelle que soit leur religion, leur couleur et leur niveau social, n'ont qu'une idée en tête, c'est de retrouver un monde d'ordre où chacun va pouvoir avoir sa chance pour pouvoir y arriver. C'est tout ce qu'ils ont fait en votant pour M. Bolsonaro, à mon avis. Il y a quand même des aspects un petit peu gênants dans le discours de Bolsonaro. Son homophobie, sa misogynie. C'est quand même un peu... Il a déclaré au Parlement qu'il croyait en Dieu, ça vous dérange ? Oui, mais c'est parce qu'il est élu par les évangélistes. Non, mais ils ont il faut quand même pas des évangélistes au Brésil. Il faut pas non plus généraliser abusivement. Ça vous dérange pas qu'il soit si misogyne ? Alors, d'abord, il n'est pas misogyne. Il n'est pas misogyne. Les télés ont montré en boucle une altercation avec une députée, etc., qui date. Or, ils n'ont pas montré ce qui précédait, à savoir que cette députée l'a accusé, lui, de viol. Et sa réponse à lui, toute bête, vous violez, moi, désolé, vous êtes trop moche. C'est tout. Ça ne veut pas dire parce que vous êtes une femme, vous êtes moche, etc. Donc, c'est quand même, il y a une malveillance, une malhonnêteté insigne. Au niveau de l'homophobie, alors il est, je pense, comme une partie de la société brésilienne qui est effectivement il a dit qu'il valait mieux avoir un fils mort qu'un fils gay. Mais en même temps, il a des députés homo et il a une députée lesbienne avec qui, je veux dire, il fait pas une crispation pour interdire l'homosexualité. Donc il faut pas non plus. Et puis quelque part, ce qu'il a annoncé. Parce que vous savez que c'est un ultralibéral, la femme de gauche en vous ne se hérisse pas. Alors, je ne suis pas. Non, mais il parle de privatisation, de baisse des budgets. Je pense qu'on est au Brésil dans une situation de crise qui nécessite un changement total. Après, c'est pas ma conviction, effectivement, parce que je suis une femme de gauche, etc. Il n'empêche que j'ai bien conscience que après Lula et toutes ces années du Parti des travailleurs, on n'avait pas d'autre solution que de faire le contrepoint, parce qu'ils ont tout fichu en l'air. Donc on n'a pas le choix. Moi, ça me gêne pas du tout qu'ils soient effectivement patriotes et qu'ils disent il a un discours proche de celui de Trump, quand c'est pas America First, voilà de l'anglais. Lui, il n'est pas Brazil First en l'espèce. Il est plutôt quelqu'un qui est pour les accords, pour l'ouverture. Oui, mais pour les patriotisme. C'est ce qu'on appelle les libéraux. Il est pour les accords bilatéraux en économie. C'est ça. Mais effectivement, comme dit Christine, très justement, ça ressemble beaucoup à la politique économique de Trump. C'est-à-dire qu'il est certes pour des privatisations et il voit bien ce qui se passe au Venezuela, qui est un pays dans un gouffre économique financier tel qu'il y a une émigration des Vénézuéliens absolument énorme. Les aberrations collectivistes ont mené jusqu'à ça. Mais Bolsonaro n'est pas du tout pour un isolationnisme brésilien. Il est pour des accords bilatéraux commerciaux. Il sait très bien, notamment, qu'un débouché majeur du Brésil, c'est la Chine, pour les produits agroalimentaires notamment. Et il sait très bien qu'il faut vendre, il faut exporter, et exporter au maximum pour maintenir un niveau de vie au Brésil. Avec un risque pour la santé de la planète, c'est qu'il a parlé d'aller mettre le poumon vert du monde, c'est-à-dire toute la forêt tropicale, en coupe pour y mettre du soja, des choses comme ça, ce qui quand même est un problème. Là, effectivement, oui, sur le plan écologique, la déforestation de l'Amazonie risque de... C'est un drame complet.
C'est plusieurs stades de football par jour qui disparaissent. Mais ça n'a pas commencé avant Bolsonaro, ça date des années 60. Des années 70. Donc, Sauf qu'il y a quand même un changement de paradigme mondial qui va vers un petit peu plus d'écologie, plus de respect de la nature. On en a déjà parlé, il est exagéré. Enfin, moi, je pense que l'avenir vous donne raison. Mais si on veut que le Brésil garde ses forêts et qu'on estime que c'est le poumon du monde, pourquoi est-ce que le monde ne s'y attarde pas et achète chacun un petit bout de forêt pour pouvoir le préserver? Et puis surtout qu'on arrête d'utiliser la consommation de la viande qui vient du Brésil. Je ne sais pas combien de milliers d'hectares. Chaque pays j'aime beaucoup votre proposition. Charles de Bourbon-Parme, moi, alors franchement, j'adore, je suis acheteur. 100 mètres carrés, 1 hectare de forêt amazonienne qui devient mienne pour la protéger. Mais si chaque État faisait ça... Qui va protéger tes 100 mètres carrés? Ah oui, c'est une bonne question, mais symboliquement... Mais si le Brésil veut qu'on achète ses forêts en tant que poumon, c'est à lui de veiller à ce que le poumon survive. C'est l'avantage du marché. C'est tout, exactement. Et puis il y a des ultralibéraux ici. Arnaud, vous venez de vous outer. Non, je ne suis pas un ultralibéral, mais je pense parfois qu'effectivement, quand on voit ce qui s'est passé à Cuba ou au Venezuela, on peut considérer que dans une certaine manière, les libertés économiques ne sont pas si néfastes que ça. Après, mais je ne mets pas l'économie, je ne dis pas de privatiser tout, d'être un ultralibéral, je dis qu'il y a des libertés économiques, mais il y a des choses plus importantes qui s'appellent l'identité et la civilisation. D'accord. Ceci dit, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, je sais que le nouveau président s'est rapproché de certains membres de ma famille pour peut-être les faire participer à quelque chose avec le Brésil. Il y a une nostalgie. Il y a une nostalgie. C'est intéressant. Il y a une nostalgie. Vous parliez d'ouverture, là voilà. Ok, juste pour comprendre, est-ce qu'il y a une nostalgie au Brésil du règne des Bourbons? Est-ce qu'il y aurait une fenêtre d'opportunité? Une réponse de Normand? Oui, pourquoi pas. Est-ce qu'il y a une nostalgie en France du règne des Bourbons? Je crois pas, non. Je crois pas que ça... Mais il y a des pays où il y aurait des possibilités, on va dire, que certains rois reviennent. Mais les Bourbons c'est pas si loin. Et les rois sont dans certains pays sur notre planète et ça se débrouille pas si bien mal. Bien sûr, bien entendu. Et l'Europe en est la première témoin. Okay. L'Espagne. Je vais vous donner la parole, Laurent Arthuis Duplessis, pour conclure ce sujet. Je dirais que l'expérience péroniste en Argentine a été très instructive sur le plan économique. L'Argentine, d'avant le péronisme, était florissante sur le plan économique, financier. Le péronisme, animé de bons sentiments de répartition, de transferts sociaux, etc., a collectivisé énormément l'économie de l'Argentine et ça a été une catastrophe. Et le Venezuela fait écho à l'Argentine de ce point de vue-là. C'est pour ça que lui, Bolsonaro, finalement, il est plutôt à donner un coup de fouet à l'économie brésilienne par ces mesures, et je crois qu'elles sont les bienvenues. D'accord, très bien. Nous Arnaud... Alors vraiment 10 secondes, parce qu'on est déjà en négatif. Pour résumer très rapidement, on pourrait dire qu'en fait, Bolsonaro incarne la devise du Brésil, ordre et progrès. Oh, ça c'était préparé depuis quelque temps. Tout à fait. Il aurait fallu me le dire. Il est bon, il est très très bon, Arnaud Menu. Très bien, merci beaucoup. Nous nous retrouvons dans quelques secondes. À tout de suite, madame, messieurs. Quatrième sujet. Emmanuel Macron, notre président, est en itinérance. Mémorielle. À travers la France. De Strasbourg à, je crois que c'est Péronne, là où il y a le musée de la Grande Guerre. Vous l'avez peut-être visité. C'est en forêt de Compiègne, parce que c'est surtout à Rotonde où vous avez en fait le train. Vous avez toujours... Ah oui, non, mais pardon, mais là, il s'arrête à Péronne, et je crois que c'est là qu'il y a un très beau musée de la Grande Guerre. Mais il va jusqu'en forêt de Compiègne. Ah, très bien, ça m'avait échappé. Parce qu'il a, je crois, 17 étapes en 5 jours. Plusieurs par jour, effectivement. Plusieurs par jour. Oui, À un moment, il va rencontrer le premier ministre britannique pour une célébration commune. Il était à Strasbourg avec le président allemand. Bref, il jalonne la France. Il s'arrête pour commémorer... Non, pas pour commémorer. Ah. Il ne commémore rien du tout. Il est en campagne pour les européennes. Point barre. C'est tout. C'est-à-dire que c'est un prétexte pour effectivement faire croire qu'il respecte l'histoire quand on voit qu'il supprime carrément le défilé militaire du 11 novembre, ce qui est une insulte
Non, mais c'est ce qu'il dit. Oui. Enfin, je veux dire, les Allemands, il y a longtemps que s'ils devaient être choqués, ça se saurait et qu'on ne sait jamais... On a bien vu le 14 juillet 1994. Lui dit que c'est pour célébrer la paix. Non, mais alors, lui la dit paix, pour le 11 novembre, c'est l'armistice. Et c'est pour célébrer quoi ? Quelle paix ? La paix de Macron, ça s'appelle la soumission, hein, tout simplement. C'est-à-dire qu'il a osé faire une stèle à Morhange, où il y a son nom, quand même, le président de la République, Macron, c'est quand même honteux, est venu dire qu'ils étaient morts pour la paix, pour que nous célébrions la paix. Il parle des guerres sanglantes et on est à la fois dans le mythe de la paix pour laquelle il faut construire l'Europe, l'Union européenne pour éviter la guerre. Il y a les européennes derrière, hein, c'est-à-dire on se tait, on dit béni oui. Il est en même temps... Je vous coupe parce que Morhange, combien de morts en une journée ? Dites-moi, combien de morts en une journée pour essayer de reconquérir une côte ? Sauf qu'il est président de la République. 27 000. 5 000, c'est une plaisanterie. 27 000 morts à Morhange. Est-ce que vous ne croyez pas que symboliquement, ça mérite quelque chose ? C'est pas comme ça qu'on achète la paix. C'est pas comme ça qu'on fait la paix. Le problème, c'est qu'il détourne quelque chose qui a été horrible dans des objectifs qui sont ces objectifs européens, ces objectifs électoraux et ces objectifs dans un contexte d'immigration et d'islamisation de la France où on risque beaucoup et il n'arrête pas de nous dire il faut se soumettre, il ne faut pas faire de vagues. Donc vous ne croyez pas, vous pensez que c'est une itinérance élective totalement. Oui, bien sûr. Manipulatoire. Je voudrais souligner quelque chose. L'armée française, comme toute armée, a besoin que l'on glorifie ses victoires, ses traditions, son passé. Or, l'armée française est une clé de voûte de la sécurité européenne dans le Sahel actuellement. Ce sont nos soldats qui versent leur sang dans le Sahel. Ce sont eux qui luttent contre les djihadistes. Les autres nations européennes ne fournissent que de la logistique, de l'intendance ou des... Je crois qu'il y a 5 000 morts engagés sur place. 5 000 hommes engagés. 5 000 hommes, pardon, j'ai dit morts. Pardon, 5 000 hommes. Heureusement, ils ne sont pas morts. Non, 5 000 hommes engagés. D'accord avec vous, et qui font un travail absolument remarquable. Oui. Et les soldats français ont une très glorieuse réputation au sein de... Mais quel rapport avec l'itinérance mémorielle ? Je vais vous le dire, le rapport avec l'itinérance mémorielle. Eh bien, c'est le suivant. Le passé militaire français le plus glorieux depuis Napoléon, c'est la guerre 14-18. Depuis Napoléon, c'est la guerre 14-18. 1878. C'est vrai que Sedan n'a pas été un grand moment de la guerre. 1870, c'est une défaite humiliante pour la France. C'est 1940, c'est un effondrement moral. Même s'il y a eu des batailles gagnées en 40, on l'oublie. Hein. Oui, non, mais bon, dans le souvenir, 40, c'est pas une référence. Bon, la référence, c'est 14-18. Et nos armées ont besoin d'être glorifiées, d'être soutenues moralement, spirituellement, intellectuellement. Et vous pensez que on gomme complètement. On ne parle pas des grands maréchaux de la Première Guerre mondiale, sauf ce matin où Macron a quand même un peu accepté de parler de Philippe Pétain. Et pas seulement de Philippe Pétain, et de Foch, je crois qu'il y en avait 7 ou 8 maréchaux. Et Franchet d'Espéré, etc. Et Joffre. Bon, on passe sous silence ces glorieux chefs militaires. On passe sous silence le génie militaire qui a été... L'expression du génie militaire qui a été 14-18 du point de vue français. On passe sous silence le fabuleux génie qu'il a fallu et la fabuleuse énergie qu'il a fallu pour la bataille de la Marne, par exemple, qui a été une bataille sans précédent dans l'histoire, c'est-à-dire une armée qui, après 3 semaines de retraite, passe à la contre-offensive, etc. Eh bien, nos armées ont un cruel besoin d'être glorifiées dans leur passé. Il n'y a pas que les armées. Si vous regardez, depuis la Première Guerre mondiale, il n'y a pas de héros en France. Où sont les héros français ? Depuis la Première Guerre mondiale, il y a eu Guimer, le pilote, il est mort avec son avion. C'est fabuleux. Pour moi, c'est le dernier grand héros que la France a mis en avant. Depuis, si vous pouvez m'en citer une poignée... Oui, dans le Deuxième Guerre mondiale. Oui, mais est-ce qu'on lit Le Grand Cirque à l'école ? Non. Bon, depuis, rien. Pas une culture, il ne faut pas de
héros en France. L'armée a été rabaissée et depuis un certain temps, et on tente de refaire quelque chose avec l'armée aujourd'hui. Mais je pense que les 7 jours que M. Macron va passer à travers la France pour commémorer tout ça, c'est plus pour redorer son image. Mais je pense que de se promener avec des soldats et des drapeaux dans différents champs de bataille a beaucoup plus de valeur vis-à-vis des Français que les dernières photos qu'on avait de lui à l'Élysée avec des travestis, les dernières photos qu'on avait de lui avec des jeunes torse nu. On essaye de redorer son image à travers ça. Mais à travers ça aussi, il n'y a toujours pas de héros. On parle pas toujours. Enfin, le militaire est mis en avant, Charles, je vous entends. Et Laurent, je vous entends aussi. Pour autant, il me semble que dans les familles françaises, la guerre de 14 est vécue comme un traumatisme profond. Mais évidemment. Puisqu'on a tous. Mais deux grands-pères, des ancêtres qui sont morts. Ils l'ont fait. Mais quand on regarde les monuments aux morts, quand on interroge sa famille, on a tous des morts dans notre famille. Raison de plus pour leur rendre hommage et ne pas oublier. Raison de plus. Il n'y a qu'une connotation de martyr, de martyrologe dans cette commémoration. Il n'y a pas une connotation de glorification justement du héros, comme ça vient d'être dit. D'accord. Et je suis bien tout à fait d'accord pour dire qu'effectivement, la notion même de héros militaire, de héros guerrier, est une notion complètement battue en brèche actuellement. On ne veut pas faire l'apologie du guerrier héroïque. Avec une exception, mais je vous la cite, c'est le colonel Beltrame. Oui, mais parce récemment, que c'est sacrificiel. Mais parce que c'est sacrificiel. Il ne s'est pas comporté en chef militaire, il s'est comporté en martyr. Oui. Non, c'est pas ce qu'on demande à un chef militaire d'être un martyr. D'accord. J'entends. Je vous propose dans 2 secondes, je vous laisse la parole à Arnaud. Et ensuite, nous reviendrons sur cette notion de héros. Je la trouve très intéressante. Nous allons la creuser. Arnaud. Moi, je pense qu'on n'est pas loin de l'indécence mémorielle plutôt que l'itinéraire. L'indécence mémorielle. J'aime beaucoup. Pourquoi je parlais d'indécence mémorielle ? Pour tout ce qui a déjà été développé, à savoir que oui, la guerre de 1914-18 a été une infâme boucherie de tous les côtés. Quand je crois que c'est 1,5 million de Français qui sont morts. 1,5 million. Et d'ailleurs, après, je voudrais... Et pour terminer, donc, c'est une chose... commémorer leur sacrifice, se rappeler leur sacrifice, et surtout se rappeler pourquoi ils l'ont fait, dans quelles conditions ils l'ont fait. C'est se rappeler un point important, c'est-à-dire que malgré des conditions qui étaient souvent assez abjectes pendant 4 ans, des paysans, des ouvriers, des aristocrates, voilà, toutes les couches de la société ont accepté de se sacrifier pendant 4 ans. Ça aurait été si Emmanuel Macron avait intégré ça dans son logiciel, et le logiciel de ses communicants, ça aurait pu être un beau geste pour se restaurer. Or, il ne le fait pas. Pourquoi ? Quand il parle de la guerre de 14, quand il parle des soldats qui ont accepté la plupart du temps volontairement, parce qu'il y avait un vrai patriotisme français. Comme toutes les guerres, tout le monde parle à fleur au bout du fusil ça va durer 8 jours. Non, mais il y avait un vrai patriotisme du côté allemand. Il y avait aussi la revanche de 70, le patriotisme républicain. Il y avait un vrai patriotisme républicain. En 14-18. Nourri par les instituteurs, nourri par un certain nombre de mythes, l'Église, tout ça. Toutes les couches de la société. Il parle plutôt de civils qu'en armée. Donc, en gros, vous avez d'infâmes militaires qui sont allés prendre des civils qui ne demandaient rien dans leur campagne, dans leur ville. C'est pas du tout. Donc, c'est toujours cette espèce de côté à la fois de repentance. Implicitement, c'est une réprobation de l'armée. Et pour terminer, sur le côté indécence, c'est qu'il est un élément qui va de pair avec ce fait qu'on ne veut pas de héros, on ne veut pas mettre en avant les qualités militaires français, qui est pour moi une indécence encore plus grave que celle d'Emmanuel Macron. Ça va avec la remise en question du roman national. On ne veut plus de roman national. On va revenir parce qu'il y a eu Maurice Genevoix, dont ceux de 14 est quand même un récit poignant de ce qui s'est passé pendant la guerre, qui a été panthéonisé. Donc si on revient du côté des héros... je voudrais terminer. Ok Arnaud, allez, je vous laisse. Non, mais comme il nous reste 4 minutes 40. Ça va faire très vite. Exceptionnellement, n'y revenez pas. Et j'y reviendrai pas. C'est les déclarations d'Édouard Philippe en visite au Vietnam au sujet d'Ho Chi Minh. Oui, elles m'ont échappé. Non, mais donc c'est tout récent, c'était en route vers la Nouvelle-Calédonie. Oui, mais en fait, il est allé en visite au Vietnam pour conclure, en gros, des contrats. Pour signer des contrats. C'est son job. Hein. Oui, mais c'est son job, mais vous le faites dans un pays qui a eu une guerre d'indépendance par rapport à la France. Et surtout, Emmanuel
comment dire, Édouard Philippe a rendu hommage aux qualités de Chi Minh, sans rappeler qu'il y était Ho Chi Minh. Ouais. C'est quand même un dictateur communiste, et c'est surtout quelqu'un, on parlait des soldats français, qui a quand même mis en camp, je dis bien en camp, et j'utilise le terme sciemment, de camp, à partir de notamment les soldats français prisonniers à Dien Bien Phu, qui sont morts dans des conditions absolument abjectes, atroces. Et voilà ce que l'on vend. C'est-à-dire, d'un côté, on ne veut pas reconnaître à sa juste valeur le sacrifice des Français et des poilus. Et par contre, de l'autre, on continue toujours dans la repentance de rendre hommage à ceux qui, en gros, ont massacré, ont tué les nôtres. Et on ne parle jamais des offres de paix de Charles Ier, l'empereur d'Autriche-Hongrie. Oui. On parle jamais de cet éminent Charles Ier. Parce qu'il était dominé par le Kaiser. Il faut commencer par dire qu'il a hérité d'une guerre. C'est les Français. Il n'a pas déclaré, il a succédé à François-Joseph. Il fait tout pour l'arrêter. Il fait tout pour l'arrêter. C'est Clémenceau qui veut pas l'arrêter. Sabote ses offres de paix. On n'en parle jamais. Clémenceau poursuivait une guerre idéologique qui voulait abattre les empires. Est-ce que Guillaume ne voulait pas, lui, au contraire, aller jusqu'au bout de sa logique? Mais Charles Ier est allé jusqu'à proposer une paix séparée. Une paix séparée où il rendait à la France l'Alsace et la Lorraine. D'accord. Une paix séparée. Vous imaginez bien. Est-ce que ça avait du poids? Pardon, là, c'est non, mais évidemment que ça avait du poids. Si l'Empire austro-hongrois s'était retiré de la guerre, et avait entamé des négociations de paix séparées avec la France, l'Angleterre, etc., vous imaginez bien que l'opinion publique allemande elle-même aurait de toute façon mis c'est un peu de l'Uchronie, mais c'est passionnant. Et vis-à-vis de la Russie, etc. Et puis, ça aurait pu éviter des pas de traité de Versailles. Simplement, vous savez, Charles Ier, il était à la tête d'un empire catholique, et Clémenceau faisait une guerre, et c'était un laïcard. Il ne supportait pas l'idée d'un empire catholique. Il a saboté délibérément ses offres de paix. 2 millions de morts de plus. Et puis c'est surtout la révolution de 17. Je suis bouche bée parce que, pardon, je m'adresse aux spectateurs. Moi, je ne connaissais pas ce pan de l'histoire. Moi, que l'histoire passionne, jamais je n'ai entendu parler de cette histoire de Charles Ier demandant une paix séparée. Ce qui me semble, je quitte l'émission, je me précipite pour essayer de trouver quelque chose là-dessus. C'est le grand homme de cette Première Guerre mondiale, on n'en parle jamais. Et je ne vais pas tirer la couverture vers moi, mais allez-y, on vous a des conversations entre la France et l'Empire à l'époque était faite par les Bourbons-Parme, car la femme de l'impératrice était Zita de Bourbon-Parme. Absolument. Dont les frères étaient certains dans l'armée française, certains dans l'armée belge et certains dans l'armée autrichienne. Et ils ont servi de messagers, d'intermédiaires, etc. Oh, écoutez, alors, je suis stupéfait et émerveillé par ce que je viens d'apprendre. J'espère que vous, de l'autre côté de votre poste, radio, télé, j'ai peur d'être un petit peu TSF en disant ça, mais avez le sentiment d'avoir grandi, parce que c'est le cas, pour ma part, dans cette émission, grâce à vous deux, messieurs, madame. Arnaud, est-ce que vous avez un mot de conclusion? Oui, je pense qu'il faut faire... Il y a un événement quand même si on considère à raison qu'Emmanuel Macron n'honore pas... alors juste je vous trouve très dur quand même par rapport à Emmanuel Macron et au temps qu'il passe pour aller dans des villes qui ont été des villes martyrs. Non, même si vous pensez qu'il y a un aspect électoral, je trouve que vous oubliez le travail de mémoire, le travail de racine. Il y a quand même quelque chose qui est fait par ce président. C'est un subterfuge. Oui, le travail de mémoire est un but. Macron utilise des références culturelles et historiques comme un subterfuge pour masquer sa feuille de route. La feuille de route de Macron, elle lui a été donnée par une oligarchie mondialiste de patrons de multinationales. Et cette oligarchie mondialiste veut une pâte humaine facile à travailler et ne veut surtout pas d'États-nations forts de leur identité, de leur quant à soi. Bon. Et puis c'est surtout, je pense que... Ce sera le mot de conclusion, Arnaud. Alors le mot de conclusion, c'est que je pense qu'on reste dans une démarche totalement électorale parce qu'il va dans des régions qui, pour le coup, aux européennes et même dans les autres scrutins, votent majoritairement pour le Rassemblement national ou pour les souverainistes. Parce qu'elles sont victimes de désindustrialisation. Et puis il y a aussi, n'oubliez pas cette mémoire de la guerre de 14, c'est ancré dans ces régions. Il y a des villages entiers qui n'existent plus. Bien sûr. Et des villages entiers, il faut s'imaginer des paysages qui ont été transformés en 4 ans. Mais il y a des forêts qu'on ne peut pas exploiter à cause des obus. Et c'est surtout, et par contre, on peut le faire
chacun d'entre nous, moi je l'ai pas sur moi, mais je vais le faire, c'est de porter le bleuet. Je rappelle que le bleuet, c'est cette petit symbole pour rappeler justement... c'est le poppy... C'est l'équivalent des poppies, du coquelicot des Britanniques. Du coquelicot, voilà, qui est, pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais je pense que personne n'a pu échapper à ça, ce coquelicot que portent tous les Britanniques, à commencer par la reine, le jour des célébrations. Et partout dans les rues, c'est quelque chose de très impressionnant. Le devoir d'exemple. Tout le monde, voilà. Les Britanniques, eux, au moins, se rappellent leur victoire. C'est-à-dire que, tandis nous, on est incapable de fêter Austerlitz. Et ce bleuet, on peut l'acheter en France ? Oui, vous l'achetez. En fait, vous pouvez l'acheter, par exemple, aux Invalides ou auprès d'institutions militaires. Très bien. Bah, écoutez, j'ai 2 choses à faire en sortant de cette émission. Charles Ier et le bleuet. Mais vous, Julien Freud. C'est vrai, Julien Freud aussi. Je connaissais Lucien Freud. Je viens de découvrir le Julien Freud, décidément, quelle grande famille. Allez, je vous remercie. Merci beaucoup pour votre participation. Merci pour la richesse de nos débats, la manière dont vous avez nourri cette cheminée du savoir et du débat. Vraiment, ça m'impressionne. Je repars enchanté de cette émission et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle émission que j'espère aussi passionnante. À bientôt.